On se retrouve ensemble pour un nouveau cours sur la poésie au Moyen-Âge. Pour commencer, le Moyen-Âge n'est pas la période noire et sombre et crasseuse à laquelle on peut penser. C'est une période beaucoup plus lumineuse que ce que les historiens de la Renaissance ont bien voulu faire croire. Donc ça, c'est une réhabilitation qui est en train de se faire sur le Moyen-Âge où on voit qu'en fait, on n'est pas du tout dans une période aussi sombre que l'on veut bien nous le laisser voir généralement. Alors, premièrement, cette nouvelle ère, elle commence par l'unification de la société. C'est-à-dire que la société était un petit peu ces différentes tribus un peu partout. On a les Bretons, les Normands, les Gascons, les Provençaux, enfin bon, bref. C'est plutôt différentes régions comme ça qui vont venir s'unifier. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, ça a commencé à créer le royaume de France. Notamment avec Clovis, premier roi des Francs. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire à ce sujet-là. Sinon, je vous laisse aller faire un petit tour dans vos cours d'histoire. Alors, première chose qui va se passer, c'est qu'on va passer du latin au français. Alors, pas le français tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais l'ancien, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien français. Donc une langue que nous avons besoin, nous, de traduire pour la comprendre. Mais c'est déjà un pas important, c'est-à-dire que le royaume de France se constitue autour d'une langue commune, si je puis dire, même si il faudra attendre le 15e siècle, le 15e, 16e siècle, pour que le français devienne la langue officielle. Là, pour l'instant, la langue officielle, c'est toujours le latin. Mais le français commence à arriver, et on a un premier texte en français en 842, donc qui sont les Sermons de Strasbourg. Sinon, on a une multitude de langues. On a plein de patois différents. Alors, au nord, nous avons la langue d'Oïl. Au sud, la langue d'Oc. Je simplifie. Mais en gros, c'est ça. Vous coupez la France en deux. Au milieu. Et au nord, vous avez la langue d'Oïl. Au sud, la langue d'Oc. Même si les deux langues vont elles-mêmes être divisées en une multitude de patois. Parce que chaque région va avoir son idiolect. Alors, cette société, elle est hyper hiérarchisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une société démocratique, on n'en est pas encore là. Nous avons tout en haut de la pyramide le roi. Le premier, en l'occurrence Clovis, c'est celui qui est tout en haut de notre hiérarchie. Puis vient le clergé. Ce sont tous ceux qui prient. Alors là, ça va être les prêtres pour les plus bas, prêtres, moines, sœurs, pour les plus bas de cette société-là, jusqu'au cardinal qui, lui, est le bras droit du roi, si je puis dire. Dans cette hiérarchie-là, nous avons ensuite les nobles. Les nobles, c'est l'argent, certes, c'est aussi tous ceux qui combattent. On est dans une société féodale, ce qui signifie que le seigneur combat, les paysans nourrissent. En gros, c'est un peu en échange de bons procédés. Le seigneur va défendre ses sujets. Et donc, le seigneur, il fait partie de la noblesse. Et c'est la noblesse qui, ainsi, va aller combattre pour protéger sa seigneurie. Donc, nous avons ensuite ceux qui travaillent. Dans ceux qui travaillent, nous avons les artisans et les commerçants. Donc, là, on a le développement des villes tout au long du Moyen-Âge. Donc, il va y avoir de plus en plus de commerce, des marchés, et donc du commerce, de la vente. Donc nous allons avoir des artisans et des commerçants. Et puis nous avons ensuite, dans ceux qui travaillent, ceux qui sont un peu en bas de l'échelle, les paysans. Donc tous ceux qui travaillent dans les champs. Dans les paysans, nous avons les serfs et les vilains. Je n'y reviens pas, ce sont deux catégories de paysans différents. L'un assujetti au seigneur, l'autre pas. Donc cette société, elle est très très hiérarchisée comme ça. Et donc on va avoir une multitude de châteaux. C'est ça qui m'intéresse, moi. Une multitude de châteaux, de seigneuries, de domaines, avec des cours, différentes cours comme ça, qui vont constituer le royaume de France. Alors, la société, elle va s'unifier aussi grâce à une chose importante, grâce à la religion. C'est-à-dire qu'on va passer du paganisme romain, de la religion romaine, à la société chrétienne que l'on va connaître pendant plusieurs siècles ensuite. Donc on va s'unifier autour de Clovis, notamment, comme je vous le dis, Clovis il va se faire baptiser en 498,
Et ça, c'est un moment important parce que on va vraiment, à ce moment-là, avoir la conversion d'une population à la chrétienté, qui va d'ailleurs prendre, le clergé va avoir un rôle hyper important dans cette société, et surtout, on va se fédérer autour d'elle, et la parole du clergé est suivie, comme une loi qui aurait été écrite pour les hommes. Le clergé, d'ailleurs, c'est aussi eux qui ont le savoir. Ce sont souvent les seuls à savoir lire et à savoir écrire. Donc on doit s'en remettre à eux, en ce qui concerne la compréhension de la Bible notamment, parce que ce sont les seuls à pouvoir la lire et donc la donner à tous ceux qui ne savent pas le faire. Ce sont eux également qui vont commander un maximum d'œuvres d'art. Donc les peintures, par exemple dans les églises elles-mêmes, les œuvres d'art architecturales, mais aussi toutes les œuvres littéraires, donc tous les écrits de l'époque, au départ, viennent souvent d'une commande du clergé. Ensuite, pour bien expliquer l'histoire aux illettrés, le clergé va se servir de l'image. C'est pour ça que nous aurons des vitraux, c'est pour ça que l'on va retrouver des bibles illustrées, un maximum de petites œuvres picturales, comme ça, iconographiques, qui vont permettre aux gens qui ne savent pas lire de comprendre, surtout la Bible en fait, telle que l'on veut qu'ils la comprennent. Donc ça, c'est un petit peu la société du Moyen-Âge, voilà comment ça se passe. Donc c'est quand même une société qui est assez ouverte, durant laquelle on va voir l'essor de la langue française, et on va voir également l'essor des villes, un essor architectural hyper important. Donc c'est, encore une fois, je tiens à le dire, le Moyen-Âge n'est pas la période sombre que l'on veut bien nous montrer. D'ailleurs, le terme Moyen-Âge, medium aeum, c'est un terme qui vient après coup. On appelle le Moyen-Âge à la Renaissance. Ce terme-là, il est créé à la Renaissance, et c'est vraiment dans la volonté de dévaloriser cette période par rapport à la grande période de la Renaissance qui est en train d'arriver, où on veut faire croire que c'est uniquement à partir de maintenant que la France gagne ses lettres de noblesse. Ça, c'est une volonté politique de l'époque. Alors, cette période du Moyen-Âge, elle existe un peu partout en Europe, et comme je vous le disais, elle vient la plupart du temps de la création des langues de chaque pays. Et elle apparaît à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Ça, c'est le début du Moyen-Âge. Et la fin du Moyen-Âge, on estime que c'est 1492, la découverte de l'Amérique par les Européens. C'est une période historique énorme qui dure 10 siècles. C'est gigantesque. Vous voyez bien que la France n'a pas pu stagner pendant 10 siècles. Il est bien évident qu'on a évolué. Et d'ailleurs, on a évolué énormément durant ces 10 siècles. D'ailleurs. Et on commence avec une chose importante, c'est qu'on va voir arriver de plus en plus de manuscrits. Et dans ces manuscrits, on va donc avoir une grande innovation qui est le livre. Donc au départ, ce ne sont pas des livres, ce sont ce qu'on appelle juste des codex. Le livre arrivera plus tard, mais déjà on voit arriver une chose importante, c'est que on arrête la tradition orale, mais on va avoir des livres que l'on va pouvoir conserver. Avec dans ces livres beaucoup d'enluminures, c'est-à-dire des dessins. Donc ce sont des livres qui sont très beaux, je vous en montrerai un exemple ensuite. On va passer également d'un art à un autre. On va commencer le Moyen-Âge avec l'art antique, puis viendra l'art roman du 10e au 12e siècle, puis l'art gothique jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'au 15e siècle. Donc ça va être assez important parce que architecturalement parlant, ça change pas mal les choses. On passe par exemple des petites églises assez basses à ces grandes cathédrales élevées avec peut-être vous vous souvenez de vos souvenirs de 5e où on passe de la voûte à l'ogive.
notamment, qui sont un petit peu les deux repères entre l'architecture romane et l'architecture gothique. Bon, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la littérature. Alors, en littérature, on va avoir on va avoir là aussi un grand changement, vraiment une nouvelle ère en littérature. On va avoir beaucoup de textes versifiés et notamment donc la poésie. Donc la poésie va vraiment se développer durant le Moyen-Âge, avec à ses côtés le roman de chevalerie. Alors, la poésie, parce que c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, la poésie, elle s'inspire de l'Antiquité. C'est pas une création du Moyen-Âge, elle existe depuis bien longtemps, c'est un des premiers genres littéraires avec le théâtre à exister. D'ailleurs, l'Odyssée d'Homère, et l'Iliade d'ailleurs, on peut considérer que ce sont des poésies car ce sont des textes versifiés. Très longs, certes, mais ce sont des textes versifiés. Donc ces poésies du Moyen-Âge, elles s'inspirent donc de l'Antiquité au départ. Puis, elles vont s'appuyer sur les mythes de l'Église jusqu'à avoir une véritable forme médiévale de poésie que l'on va donc travailler un peu durant ce chapitre. Alors vous pouvez voir ici un exemple d'enluminure. Je vous ai mis deux exemples d'enluminure. Donc ces dessins que l'on trouvait sur le côté des textes dans les manuscrits. La première poésie qui se développe à l'époque, c'est la chanson de geste. La chanson de geste, c'est un récit versifié. Donc ça se rapproche plus de ce que l'on connaît dans l'Iliade ou l'Odyssée, donc de longs récits versifiés qui racontent les exploits héroïques d'un personnage, souvent un chevalier. Donc je vous rappelle, dans l'Odyssée et dans l'Iliade, ce sont les exploits des grands héros grecs, notamment dans l'Odyssée Ulysse. Et bien là, ça va être un peu la même chose. On va avoir les grands exploits guerriers de nos rois ou de nos chevaliers de l'époque, notamment Charlemagne ou Charles Martel. Ça va être un peu la nouvelle épopée médiévale. Alors quand je dis que ce sont des récits versifiés longs, c'est très long. La chanson de Roland, par exemple, qui est la plus connue des chansons de geste, dont vous avez peut-être vu quelques extraits durant vos heures de français en 5e, elle fait quand même 4000 vers. 4002 vers, exactement. Vous voyez, c'est énorme. En gros, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'on y fait dans ces chansons de geste? Alors déjà, geste, ça vient du latin gesta, qui signifie acte ou exploit. Elles apparaissent aux alentours du Xe siècle, et elles sont donc rédigées soit en langue d'oc, soit en langue d'oïl, suivant qu'elles soient rédigées par un écrivain du nord ou du sud. On trouvera trois gestes différentes, trois types, trois grands thèmes. Soit la geste de France, donc là c'est la geste des rois de France, notamment de Charlemagne. Soit la geste de Bretagne, là c'est tout ce qu'il y a autour du roi Arthur et de ses chevaliers. Soit la geste de Rome, et dans ce cas-là c'est tout autour de la mythologie, notamment la mythologie grecque, ou alors Alexandre le Grand, Jules César, enfin le thème plutôt antique. Et on va voir arriver, au fur et à mesure du temps, le merveilleux qui va s'installer. Donc les monstres, les dragons, les trolls, les fées, voilà. On va avoir arrivé comme ça les grandes sorcières aussi, notamment dans la geste de Bretagne avec le roi Arthur. Dans ces gestes, dans ces chansons de gestes, on a donc affaire à des héros épiques, donc souvent un chevalier doué d'une force surhumaine, les autres personnages n'étant là que pour souligner l'héroïsme du héros. Ce chevalier, il est forcément fidèle, loyal, c'est l'homme, le chevalier parfait, qui combat pour la Dulce France, donc c'est la douce France, qui combat pour le monde chrétien. D'ailleurs, il est souvent aidé des forces divines. Ce héros finit par mourir forcément, et c'est un moment très émouvant du récit, parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir toutes les morales, notamment morale religieuse, et morale aussi féodale, donc pour bien rappeler que c'est comme ça que la société est bien, parce qu'on est dans une société féodale avec un seigneur
des chevaliers, des paysans. Donc ces chansons de gestes, elles sont diffusées par des troubadours. J'y reviens juste après. Je fais d'abord une petite digression sur la chanson de geste la plus connue, qui est celle de Roland. Alors, Roland, la chanson de Roland, donc c'est une chanson de geste qui apparaît aux alentours du XIe siècle, à la fin du XIe siècle, à peu près dans les années 1090. Et elle raconte la trahison de Guénon et la mort de Roland. Donc Roland, c'est une mort un peu affreuse parce qu'il a la tête qui explose en sonnant du corps. C'est pour rappeler son oncle Charlemagne à la rescousse. Donc c'est un petit peu violent, mais ça raconte encore une fois ce héros qui se donne complètement à la douce France. Donc on y voit l'affrontement entre Charlemagne et l'émir Baligor. On a donc la narration qui est mêlée forcément à des grandes, ce qu'on appelle des stances, des grands moments lyriques, pleins d'émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à voir la complexité des sentiments et une véritable réflexion sur l'humain. Donc ça, c'est quand même pas rien. Alors, cette chanson de geste, elle est amenée par des troubadours et des trouvères dans les grandes cours de l'époque. Les troubadours et les trouvères, c'est la même chose. Ce qui les différencie, si je puis dire, c'est leur provenance. Est-ce qu'ils sont du nord ou du sud? Le troubadour vient du sud, le trouvère vient du nord. Le troubadour et le trouvère, et pour les femmes, qui existent aussi, on a aussi des troubadours et trouvères, on les appelle les trobaïrites. Les troubadours, trouvères et trobaïrites vont sillonner les grandes cours de la France, du royaume de France, pour diffuser ainsi les grands exploits de nos chevaliers. Alors comment ils font? Ils apprennent par cœur les textes. Les textes sont formés de telle manière qu'il y a des refrains et que les vers s'enchaînent d'une telle manière qu'ils sont plus faciles à retenir. Après c'est un gros travail quand même, vous imaginez retenir les 4000 vers de la chanson de Roland, c'est pas rien. Donc ils apprennent ainsi les gestes par cœur et ils vont venir les chanter dans les cours du royaume de France. Le troubadour et le trouvère sont des récitants, mais ils peuvent aussi être des écrivains. On peut être les deux. Dans les grands trouvères donc, du nord de l'époque, on peut retenir Chrétien de Troyes par exemple, ou Conan de Béthune, ou alors Thibaut de Champagne. Ça va nous intéresser, Thibaut de Champagne, parce que ça va être le premier texte que l'on va travailler. Dans les troubadours, on peut retenir donc du sud, on peut retenir Guillaume d'Aquitaine, Macabru, Geoffrey Rudel, voilà, on en a aussi bien d'autres. Alors, ces troubadours et ces trouvères, ils sont très importants parce qu'ils permettent de faire rayonner la littérature et les exploits à travers tout le royaume de France. Ce sont en même temps des artistes et quelque part aussi un peu des journalistes, si on peut dire, qui vont amener ainsi les informations à travers le royaume de France. Donc voilà un petit peu pour la chanson de geste et comment elle se diffuse. Les troubadours et les trouvères vont aussi venir diffuser une autre forme de poésie qui est la poésie courtoise. Alors la poésie courtoise, c'est le récit de la fine amour. La fine amour, c'est un art de vivre et notamment un art d'aimer. C'est vraiment l'idéal aristocratique de l'amour. C'est un idéal de conduite amoureuse. Il existe, cette poésie courtoise, elle commence en Languedoc et elle est ensuite amenée vers le nord pour être traduite en langue d'oïl ou créée en langue d'oïl. Pourquoi dit-on poésie courtoise ou amour courtois? Eh bien parce que ça vient tout simplement de la cour, ce sont les mœurs de la cour, les mœurs de la noblesse. Alors noblesse pas forcément par la richesse, mais noblesse de cœur véritablement. Et puis c'est aussi les valeurs guerrières, les prouesses, les exploits. Pourquoi? Parce que souvent c'est un chevalier qui incarne ces valeurs courtoises. Donc la fine amour, l'amour parfait, est un idéal de littérature. C'est un idéal fictionnel, il n'est pas représenté dans la société
du Moyen-Âge, ou très très peu. Et comment il se traduit? Eh bien, nous avons un héros courtois, souvent un chevalier, qui vient servir sa dame. Cette dame, elle est forcément difficilement accessible. Pourquoi? Parce que généralement, elle est mariée, elle est supérieure socialement, donc l'amant va totalement se vouer à elle. L'image que vous pouvez peut-être retenir et que vous connaissez peut-être déjà d'amour courtois par excellence, c'est l'amour de Lancelot du Lac, le chevalier du roi Arthur, envers Guenièvre, la femme du roi Arthur. Ça arrive, c'est vraiment l'image de l'amour courtois par excellence. Et c'est peut-être le modèle qu'il faut retenir, c'est le modèle de Tristan et Iseult. Donc, Tristan et Iseult, ce sont deux amants qui vivent d'un amour interdit parce que Tristan a bu par mégarde un filtre d'amour qui ne lui était pas destiné. Bon bref, ils finissent par tomber amoureux, ils se voient pendant un an, mais c'est découvert par le roi, donc forcément. Les deux jeunes gens s'enfuient dans la forêt, mais ils ont une existence misérable. Au bout d'un moment, le filtre ne fait plus effet, donc Iseult revient auprès du roi Marc. Tristan, lui, va multiplier les exploits pour se faire pardonner, et il finit par être blessé. Et seule Iseult peut le guérir, mais elle arrive trop tard, il meurt dans les bras d'Iseult, et elle meurt sur son corps. Et on dit que deux arbres sont plantés sur leur tombe et que les branches s'entremêlent. Ce mythe, il est très important dans la littérature médiévale parce qu'il représente l'amour interdit et il représente l'amour passionnel, l'amour qui va contre les lois sociales et contre la religion. Donc c'est quand même pas rien. Et je vous ai cité également le roman de la Rose qui fait quand même 22 000 vers, 22 000 octosyllabes, ce qui n'est quand même pas rien. Le roman de la Rose qui est, dans sa première partie, c'est une véritable histoire d'amour et dans la deuxième partie, c'est plutôt un manuel sur l'art d'aimer. On y reviendra un petit peu sur le roman de la Rose quand on verra Christine de Pisan. Donc voilà de quoi nous parle l'amour courtois. Et donc la poésie au Moyen-Âge, elle se divise entre ces deux grands genres, entre la chanson de geste, l'exploit héroïque, et la poésie courtoise. Vous avez également donc les grandes dates du Moyen-Âge, ici donc de 476, de la fin de l'Empire romain d'Occident à 1492, la découverte de l'Inde, qui est en fait l'Amérique du Nord, par Christophe Colomb. J'ai oublié plein de dates, je ne fais que reprendre les moments les plus importants. Donc le baptême de Clovis qui devient roi des Francs en 481 et puis 498 son baptême. L'Hégire, moment très important qui est l'année 0 du calendrier musulman. Charlemagne couronné empereur bien sûr, en 800, une date super facile à retenir. Puis pour nous Normands quand même important, 1066, la bataille d'Hastings. Ensuite nous avons les premières croisades qui sont quand même assez importantes, notamment dans les chansons de geste. Puis l'arrestation des Templiers, avec Jacques de Molay notamment. Ça c'est plus un moment important qu'on va retrouver dans la chanson de geste, mais aussi qui va créer pas mal de remous politiques, jusqu'à Jeanne d'Arc. Et puis comme je vous le disais, donc Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique qui sonne la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance et des grandes découvertes. Voilà donc ce qu'il faut connaître sur la littérature poétique du Moyen-Âge, parce qu'il y a aussi du théâtre au Moyen-Âge et il y a aussi des romans, notamment des romans de chevalerie, que je vous encourage à aller voir, notamment si vous aimez le cycle arthurien. Donc tout ce qui est autour du roi Arthur et de la cour du roi Arthur, il y a tous les romans de Chrétien de Troyes sur Lancelot, Yvain, Perceval, qui sont très sympas à lire et assez faciles.